également. Vous êtes docteur en droit, chercheuse qualifiée du FNRS au Centre de recherche en information, droit et société de l'Université de Namur. Et vos travaux portent notamment, je dirais, sur les liens entre l'humain et le numérique, dans une perspective juridique, mais aussi philosophique. Et vous réfléchissez entre autres sur la gouvernementalité algorithmique. C'est une des questions qu'on s'est posées en préparant ce colloque. Est-ce que la 5G est un pas supplémentaire vers cette gouvernementalité algorithmique? Et bien sûr, en quoi consiste-t-elle? Voilà, donc je vous laisse nous en dire plus. Nous vous écoutons. Alors, tout d'abord, je vous remercie infiniment pour votre invitation. Je suis absolument ravie d'être là sans être là. Je suis désolée, j'aurais dû être là au moins dans l'auditoire, mais malheureusement, je suis en quarantaine ayant fréquenté les mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes contaminées par le virus. Et donc, voilà, il m'est advenu ce matin que je ne pouvais plus bouger d'ici. Donc, voilà, veuillez m'en excuser. Alors, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la 5G. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire finalement un mode de gouvernement qui ne serait plus tellement nourri par les normes sociales, les normes juridiques, etc., mais directement articulé à l'analyse des données massives, c'est-à-dire l'analyse de corrélations, etc., au départ des données massives proliférant quasiment en temps réel aujourd'hui de toutes nos actions, interactions, déplacements, et non seulement les nôtres, mais aussi les objets. Alors, effectivement, la cinquième génération de réseaux mobiles, hein, donc la 5G dont nous parlons aujourd'hui, devrait multiplier par 10 la vitesse de transmission des données et donc révolutionner l'Internet des objets. Cet Internet des objets qui va faire finalement que nous serons constamment épillés par les objets de notre quotidien qui vont transmettre dans le cloud des tas d'informations qui individuellement seront très peu significatives, très peu signifiantes, voire ne sont analysables finalement indépendamment du contexte dans lequel elles vont être agrégées. Elles sont assimilables en quelque sorte à des sortes de phéromones numériques, des purs signaux d'autant plus calculables qu'ils sont précisément insignifiants, c'est-à-dire qu'ils sont rendus littéralement amnésiques de leur contexte de production. Donc, on n'est pas du tout dans une perspective d'observation des singularités de chacun, mais plutôt, peut-être même n'avons-nous jamais été moins visibles qu'aujourd'hui dans ce qui réellement compte pour nous, mais nous n'avons jamais été aussi calculables. Et donc, on passe finalement d'un régime de visibilité, je caricature un petit peu, vers un régime d'hypercalculabilité. Donc en 2025, nous disent certaines études, l'univers numérique devrait peser, bon alors peser, je pèse mes mots, peser, on dirait que ça a du poids, alors justement l'idéologie de l'innovation nous fait croire justement aujourd'hui que tout cela est sans poids, que l'économie numérique est quelque chose de tout à fait léger, sans matérialité, alors qu'évidemment tout cela repose sur une infrastructure matérielle absolument lourde, pesante et absolument aussi ruineuse sur le plan écologique et sur le plan climatique. Nous y reviendrons peut-être, mais ce sont des aspects qui ont déjà été abordés hier. Donc l'univers numérique en 2025 devrait peser environ 44 000 milliards de gigaoctets, d'après certaines prévisions, et donc toute personne normalement connectée, alors ça je ne sais pas très bien ce que ça veut dire normalement connecté, mais disons, voilà, on fait comme si on savait ce que ça voulait dire, devrait interagir avec des appareils ou objets connectés toutes les 18 secondes, c'est-à-dire 4800 fois par jour. Autant dire que toute cette idée, en fait, vous savez, nous les juristes, on a été biberonné finalement à une approche très libérale, du droit positif, disons finalement chaque fois qu'on traite des données à caractère personnel, il faut recueillir le consentement de la personne, à moins qu'on soit dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, etc. Vous vous rendez bien compte que s'il fallait consentir 4800 fois par jour au traitement de nos données personnelles, encore que, comme je vous l'ai dit, elles sont bien souvent anonymisées, désindexées, coupées de leur contexte référentiel et de leurs conditions de production, donc elles sont anonymisées,
mais les informaticiens savent bien que l'anonymat dans un contexte de données massives n'est plus quelque chose qui peut être atteint, puisque de façon assez aisée, on peut réidentifier les personnes au départ de données anonymes sans pour ça déployer des forces de calcul démesurées. Donc ça devient quelque chose de très... La distinction entre données anonymes et données personnelles est quelque chose qui devient une sorte d'artifice, finalement, une sorte de fiction juridique qui ne peut plus se rencontrer dans la réalité, en fait. Hein. Donc, toute personne normalement connectée devrait interagir 4800 fois par jour avec des objets connectés. Cela veut dire, sur le plan, mais je passerai très vite là-dessus parce que ce n'est pas l'objet vraiment de mon intervention ici, ça veut dire que quelles sont évidemment les vulnérabilités nouvelles auxquelles les sujets de droit sont exposés. C'est évidemment une sorte de perte tout à fait inédite de maîtrise à la fois des trajectoires et des codes d'intelligibilité de tous ces phéromones numériques qui prolifèrent au départ de leurs actions, de leurs interactions, de leurs attitudes, de tout ce qu'ils peuvent faire et de tout ce qu'ils peuvent être. Et donc, une perte de maîtrise de ce qui finalement chuchote des choses, pour dire les choses de façon imagée, à leurs propos, sans que ces choses soient encore reliables à des énonciations conscientes ou à des transcriptions volontaires de leur part. Donc, on est finalement au seuil d'un monde très désémiotisé dans lequel la signification finalement n'est même plus tout à fait nécessaire et où la signification en tout cas n'est plus produite, n'est plus tant produite par les êtres humains que inférée au départ de l'analyse de quantités massives de données insignifiantes. Donc ça, c'est quand même un glissement qui est assez significatif. Ces quantités massives de données aussi se présentent comme des sortes de cartes potentielles ou des cartes virtuelles, mais ce sont des cartes qui n'émanent pas tant du territoire qu'elles ne produisent de nouveaux territoires. Donc, ce sont des cartes qui produisent leur propre territoire, dans le sens où ces cartes ne disent rien tant qu'elles ne sont pas parcourues, tant qu'elles ne sont pas analysées par des algorithmes, et ce sont des algorithmes qui sont productifs d'une nouvelle sorte de réalité. Les algorithmes d'analyse de big data, de data mining, etc., en fait, ils sont moins descriptifs d'une réalité empirique que producteurs de nouveaux espaces spéculatifs qui sont par exemple les profilages, les notations, les hiérarchisations, les appariements. C'est-à-dire que ce que les algorithmes voient, en fait, les algorithmes ne voient bien entendu rien puisque les algorithmes n'ont pas de regard. Ils sont dans un épistéme qui n'est plus du tout l'épistème visuel, qui est un épistème purement calculateur. Et les algorithmes, en fait, n'existent pas. Leur mode d'existence implique en fait qu'ils ne soient pas sur la terre ferme comme nous, mais qu'ils habitent un espace purement métrique, c'est-à-dire un espace de coordonnées dont le point zéro n'est plus habité par aucun être humain. Voilà, donc nous, on a eu l'habitude de concevoir le monde au départ de la perspective humaine, ce qui fait d'ailleurs qu'on se méfie beaucoup de la subjectivité, des biais des êtres humains, etc. Et nous avons des biais et nous avons une subjectivité. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains en chair et en os qui sommes situés dans le monde et que nous avons deux yeux, que nous ne savons pas voir derrière notre tête ce qui se passe et que donc notre perspective est toujours nécessairement à la fois intéressée et orientée. Alors, par rapport à cela, ce que les algorithmes nous promettent et ce que, effectivement, ce monde de l'Internet des objets, etc., nous promet, c'est une nouvelle sorte ou un nouveau, si vous voulez, une sorte de nouvelle utopie d'une objectivité absolue, c'est-à-dire d'une possibilité d'avoir un accès au monde indépendamment de notre point de vue humain. Et vous voyez en quoi il y a bien sûr toute une série de biais, des tonnes de biais qui sont à la fois dans les fonctions objectives des algorithmes, dans les manières d'établir les métriques, dans le type de données qui sont récoltées, la manière suivant laquelle les données sont éventuellement nettoyées ou non nettoyées, etc. Il y a des tas de biais, mais disons que ces biais sont différents des biais humains et la difficulté justement pour les êtres humains, c'est de percevoir lorsqu'un algorithme fait par exemple ce qu'on pourrait appeler une erreur, ce qui n'a pas de sens pour un algorithme, mais bon, pour nous, ça en a, de percevoir le type d'erreur, le niveau d'erreur qui est produit par l'algorithme. C'est vraiment une sorte de rationalité alien, dont on pourrait dire aussi qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle forme
une nouvelle forme de pensée. Ce n'est pas une pensée humaine, mais c'est une nouvelle. Luciana Parisi, par exemple, soutient cette position qu'il y a véritablement une forme de pensée algorithmique. Alors pourquoi est-ce qu'on, alors que ça paraît assez contrefactuel pour nous, puisqu'on se dit les machines ne pensent pas, les machines elles exécutent un programme. Et donc, plus elles sont automatiques d'ailleurs, moins elles sont intelligentes d'une certaine manière. Mais quand on regarde un petit peu ce que font les réseaux de neurones, etc., on se rend compte que précisément, les algorithmes sont aujourd'hui capables de métaboliser précisément tout ce qui, depuis Kant, paraissait devoir échapper à la rationalité humaine, c'est-à-dire justement la contingence absolue, même l'incalculabilité, l'incertitude même. Donc, quand je dis ça métabolise l'incertitude, ça métabolise précisément tout ce qui, du monde, excède le calcul des probabilités. Donc, le résidu incompressible d'incalculabilité, d'incertitude radicale, c'est précisément cela à quoi donne accès la gouvernementalité algorithmique ou le traitement algorithmique, avec des tas de biais, etc., et en générant, bien entendu, de nouvelles formes d'entropie. Mais je ne vais pas venir là-dessus. Je suis trop étendue déjà dans ma toute petite introduction, qui n'était même pas encore une introduction. Bon, alors, pour cette question de la 5G, alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'être pris dans une sorte aujourd'hui de chantage. Il me semble que c'est en tout cas comme ça qu'on peut, quand on voit un peu les débats qui ont eu lieu autour de la 5G, enfin plutôt lorsqu'on essaye d'imaginer les débats qui n'ont pas eu lieu en fait, ou la raison pour laquelle les débats n'ont pas eu lieu autour de la 5G, c'est que ça rappelle très bien finalement ce que Michel Foucault à son époque disait à propos du chantage intellectuel et politique qui consistait donc à son époque à répondre à la question pour ou contre les Lumières. Hein. On pourrait se dire que finalement, à présent que les lumières s'éteignent, la question n'est même plus pour ou contre les lumières aujourd'hui, mais pour ou contre l'innovation, c'est-à-dire la 5G. Cette fausse question, je dirais, ou ce chantage à l'innovation, auquel beaucoup finalement ont cédé, hein, fait partie, à mon sens, d'une stratégie d'oblitération de la matérialité des enjeux au profit d'un impératif d'accélération, qui pourrait passer pour complètement creux, parce que accélérer pour accélérer, pourquoi mais en fait, il ne l'est pas tout à fait. Je vais essayer de vous expliquer en quoi finalement cet engouement contemporain pour la 5G est tout à fait symptomatique de toute une série de tendances qui qualifient véritablement notre époque ou notre absence d'époque. Alors, Karen Barad disait justement que elle disait, bon, je le dis en anglais, hein, there is an important sense in which the only thing that does not seem to matter anymore is matter. Donc, elle expliquait très bien qu'à chaque tournant, en fait, que ce soit le tournant linguistique, que ce soit le tournant, enfin tous les tournants interprétatifs, etc., à chaque tournant, il y a quelque chose qui ne cesse chaque fois de disparaître, c'est la matérialité même des situations. Alors, la 5G, ce tournant algorithmique, ce tournant numérique, qui est, bon, dont la 5G est un exemple, en fait, est une nouvelle itération, si vous voulez, ou est une accentuation, une intensification, eh bien, et qu'on assimile tout simplement à cette idée ou cet impératif absolu de l'innovation, hein, l'innovation comme si l'innovation était nécessairement synonyme de progrès, ou plus clairement encore comme si l'innovation s'imposait sur le mode d'un état de nature en fait. Hein. C'est comme si, ben voilà, c'est pas quelque chose que par exemple les politiciens ont décidé, le passage à la 5G. Ils ne décident pas, ils s'adaptent, sous peine finalement d'être, et ça Dominique Boulier le disait très bien aussi, sous peine d'être accusé de retard. Retard sur quoi? On ne sait pas très bien finalement. Les coordonnées du débat sont un petit peu vagues. Et pourtant, donc, la 5G n'est en fait pas quelque chose a des implications matérielles et des enjeux très, très importants. Elle n'est pas qu'une affaire de start-up ou de licorne magique. Hein. Cette accélération des flux présente évidemment des coûts. Hein, des coûts qui sont fortement sous-estimés ou qui ne sont pas en tout cas débattus comme tels, débattus comme des coûts, des coûts humains, des coûts climatiques et écologiques, on en a déjà parlé, des coûts psychiques aussi éventuellement, et des coûts politiques, à mon avis, très exorbitants. C'est surtout sur les coûts politiques que j'insisterai.
Bon, tout d'abord, c'est vrai que quand on lit un peu les argumentaires en faveur de la 5G, on a un peu l'impression d'être face à des gens ou de lire des gens qui, un peu comme les enfants de la ville, croient que les poulets poussent sous les cellophanes. Les adeptes de l'accélération, en fait, ont l'air de croire que les smartphones, que tous les appareils, dont on a parlé donc de l'effet rebond, hein, donc de cet accroissement de la consommation des divers appareils et composants électroniques, on a l'impression que, en fait, ces composants électroniques, ils sont produits aussi dans les smartphones, mais pas du tout, enfin dans les startups, mais pas du tout. En fait, tous des composants électroniques, à peu de choses près, qui entrent dans la composition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation ou le progrès, ont moins de chances d'être pondus par des licornes magiques que d'être produits dans une des nombreuses usines Foxconn, le géant taïwanais du composant électronique. Et donc, effectivement, tout cela repose d'abord sur du digital labor, sur du forced labor, hein, on parle de forced labor, donc une sorte d'esclavage, en fait, sans quoi rien de tout cela ne serait possible. Le coût climatique et écologique de la 5G, ça, je n'en parlerai pas, ça a déjà été évoqué. La 5G aussi, indubitablement, pourrait avoir un coût psychique invalidant. Les individus pris dans les flux numériques jusqu'au cou, sans aucun répit, sans aucune possibilité d'intermittence ou de suspension, constamment dérangés par des alertes, par des notifications, ne risquent pas de se guérir des pathologies d'addiction aux écrans ni des pathologies de stress. Notre système immunitaire ne serait pas fait, paraît-il, pour métaboliser en continu des alertes, des notifications qui interrompent sans cesse la vie. On peut s'attendre à ce que les capacités d'attention s'érodent au point que l'apprentissage de quoi que ce soit ne fasse bientôt plus partie du répertoire des passions humaines. Homo numericus se contentera de réagir sur le mode réflexe aux stimuli numériques. Il y aura gagné très certainement une certaine dextérité des 2 pouces, mais probablement pas grand-chose d'autre. Alors, bon, ce sont des critiques qui sont un petit peu caricaturales, bien entendu, hein, mais ce sont des critiques qui, s'il y avait eu un débat, auraient pu être entendus et peut-être auxquels il aurait pu être répondu. La 5G, bon, à part tout cela, ouvre bien entendu des perspectives extrêmement séduisantes, comme celle de la voiture autonome, dont on nous dit qu'elle optimisera mieux les modes de conduite, qu'elle sauvera des vies, etc. Et il est certain que la 5G, pour une voiture pilotée par une intelligence artificielle, c'est absolument un must en raison justement de la diminution du temps de latence, etc. C'est quelque chose qui est essentiel pour la sécurité de la conduite autonome. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, justement, parce qu'elle vit dans cet espace purement métrique, donc elle ne vit pas sur la terre ferme, eh bien, elle a du mal à comprendre le contexte dans lequel elle roule. Elle n'a, pour ainsi dire, aucune intelligence des corps. Il faudrait, et donc, pour cette raison-là, pour que la conduite soit sûre, qu'il n'y ait pas trop d'accidents, il faudrait, pour que les voitures autonomes puissent circuler sans créer de catastrophe, il faudrait bien tout réaménager autour d'elles. Il faudrait réaménager la ville, le partage de la route entre les différents types de véhicules et d'usagers pour et autour de la reine voiture, alors qu'on le sait, la fabrication et le recyclage de ces objets roulants est assez coûteux sur le plan écologique, etc. Bon, alors, et là, je vais rentrer plus dans le rapport, dans ce dont je voulais vous parler, la gouvernementalité algorithmique, parce que à part la voiture, etc., hein, et l'automatisation de tas de choses, mais aussi, bon, il y a des perspectives très, très intéressantes en matière justement en matière médicale, etc., hein, notamment les robots chirurgiens, etc. Ce sont la réduction du temps de latence est quelque chose qui en soi peut apporter véritablement des transformations des métiers qui sont tout sauf inintéressantes. Hein. Mais à part cela, si on prend les choses sous un angle un peu de science-fiction dystopique,
La 5G nous approche aussi de l'hypothèse de la fusion cyberphysique. C'est vrai que certains documents d'industriels japonais parlent de ça, hein, de la fusion, de cette hypothèse de la fusion cyberphysique, c'est-à-dire véritablement une sorte de régime d'indistinction entre les signaux numériques et les choses et les événements, grâce justement à cette idée d'un temps réel et d'une absence totale de latence et d'une transcription de la totalité du monde et des événements sous forme numérique. Donc, une fusion cyberphysique grâce notamment à l'Internet des objets et des dispositifs dits d'intelligence ambiante. Hein. Donc, c'est aussi ça, la perspective d'une gouvernance du monde par des super-algorithmes métabolisant en temps réel les données captées dans le cloud sur le mode du trading à haute fréquence, hein, spéculation prédatrice comprise, bien entendu. Le personnel politique, à ce moment-là, deviendrait lui-même une sorte de redondance décorative dont peut-être les algorithmes décideront de se dispenser. Que sommes-nous pour les algorithmes ? Et ça, c'est la question. Comment être encore compté autrement que comme simple agrégat temporaire de données infrapersonnelles agrégeables et métabolisables en masse à l'échelle industrielle, dans un monde où, effectivement, on serait dans une sorte d'utopie, un régime d'indistinction entre les signaux et les choses. Et effectivement, notamment en Corée du Sud, on présente aussi une sorte, comme idée de sortie de crise, le paradigme de untact, c'est-à-dire vraiment une vie sans contact et qui considère dès lors les êtres humains comme des biohazards. Donc l'idée serait vraiment d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser comme interaction de manière aussi à faire en sorte que la distanciation sociale ne soit pas un état exceptionnel et temporaire, mais devienne véritablement une règle de vie absolument résiliente. Donc, la difficulté, évidemment, de cela, c'est que bon, pour une juriste comme moi je suis, le fait que les données numériques deviennent les nouvelles coordonnées de modélisation du social tend évidemment à faire disparaître le politique au profit d'une sorte d'immanence, hein, donc, et de considération que les données sont en quelque sorte la seconde peau du monde, qui dispense encore de le représenter de quelque manière que ce soit. Alors, pour les juristes, bon, nous, les juristes, on habite dans un monde de signes interprétables et de textes, et c'est véritablement bouleversant de se retrouver à l'aube d'une société plutôt du signal calculable et de l'algorithme. Alors, qu'est-ce qui est, je regarde l'heure quand même, pour ne pas trop dépasser mon temps de parole. Alors, ce qui est bouleversant, donc, c'est à la fois, il y a au minimum trois choses. Hein. C'est tout d'abord la substitution de la détection de signaux à la reconnaissance des formes. Deuxièmement, la production d'espaces spéculatifs hyperfluides, plutôt que la production et la stabilisation, fût-elle temporaire, de vérité. Troisièmement, une sorte de nouvelle possibilité de neutralisation ou de nouvel extractivisme en quelque sorte, hein, ou de nouvelles prédations qui portent plutôt sur l'avenir, sur l'advenir, grâce au calcul optimisateur, plutôt que la normalisation des comportements. Et donc, bon, j'ai prévu quelque chose de beaucoup trop long, je m'en rends compte. Hein, donc, disons, pour aller très vite, que ceux qui... Vous pouvez effectivement peut-être conclure parce que je pense qu'il y a quelques questions qui vous attendent. Alors, de toute façon. Alors, je vais faire très vite. Hein, bon. Je vous en prie. Alors, pour ce qui... Bon, disons comme conclusion que alors que la statistique, donc étymologiquement la connaissance de l'État, qui avait accompagné hein, depuis le XVIIIe siècle la naissance de l'État moderne, se présentait comme un instrument de gouvernement des populations nationales, les big data, et notamment celles qui émanent de l'Internet des objets et qui vont émaner à très grande vitesse grâce ou à cause de la 5G et bientôt de la 6G, donc les big data, elles promettent de substituer à toute connaissance par l'État et de l'État
à substituer à tout cela de nouvelles cartographies qui se présentent plutôt comme des sortes d'axiologie empirique, c'est-à-dire évolutive et apprenante en temps réel, une sorte d'expérimentalisme continu, avec une très grande, dont l'objectif est surtout la résilience. Donc on remplace l'idée de planification par des idées de prototypes évolutifs et de résilience, d'apprentissage continu. Donc de nouvelles cartographies, de nouvelles modélisations qui sont des prototypes apprenants du social, et échappant aux formes juridico-discursives, échappant aussi aux limites territoriales, échappant aux normes et représentations culturelles, et finalement ne distinguant plus a priori ce qui relève du signal et ce qui relève du bruit. Ça veut dire aussi qu'on est face à une nouvelle sorte de normativité qui s'émancipe de toute idée régulatrice de moyenne. On a affaire à un métabolisme normatif agile, s'adaptant en temps réel aux particularités détectables, au détriment et en niant les singularités indétectables. Donc, saurons-nous résister dans l'après-crise du Covid et dans la préparation de la crise suivante, en quelque sorte, saurons-nous résister aux sirènes d'une gouvernementalité algorithmique globale qui allierait une sorte de reglobalisation? On sait qu'on s'est fort replié sur les États-nations avec la fermeture des frontières, finalement un contrôle très strict des populations nationales, etc. Mais après la crise, lorsqu'on va en sortir, est-ce qu'on ne sera pas tenté de reglobaliser à vive allure? Et aussi, on voit bien que pendant cette crise, le capitalisme numérique n'a jamais aussi bien prospéré. Donc, la prise de pouvoir ou l'hégémonie, finalement, ou le colonialisme du capitalisme numérique s'est déployé d'une façon absolument incroyable. Donc, saura-t-on résister à cela et au fantasme associé d'une singularité démocratique qui serait plutôt une sorte de juxtaposition de particularités concurrentes? Disons que les algorithmes peuvent finalement tellement bien adapter à chacun l'environnement informationnel et physique, enfermer chacun dans une sorte de technococon, comme le dit Alain Damasio. Donc, juxtaposition de particularités concurrentes en haute résolution, qui est aussi une haute dissolution numérique, en temps réel, substituant à toute forme de réflexivité politique une récursivité algorithmique abolitionniste des conditions spatiales, temporelles, sociales et psychiques d'un espace public délibératif. Alors, une démocratie zombie réussie exige pour s'épanouir, vers plus de moins, une série de réductions dans un esprit d'austérité, c'est-à-dire abolir ce qui dépasse, et de sécurité. Alors, réduire les singularités aux particularités détectables et calculables, réduire la vie privée à la protection des données personnelles, réduire le statut de citoyen au statut de consommateur-utilisateur, réduire l'avenir à l'optimisation de l'état de fait, réduire la justice sociale au calcul actuariel, réduire l'herméneutique à la sismographie numérique et réduire la création à l'innovation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous verrez que sur la liste de discussion que votre exposé a inspiré pas mal de réflexions, de commentaires, tous très intéressants. Moi, une première question qui me vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, c'est à propos d'une autre initiative qui a lieu au Parlement bruxellois à l'heure actuelle. Vous savez qu'une commission délibérative mixte a été mise en place. Donc mixte parce que formée à la fois de députés et de citoyens, donc commission qui va discuter de la 5G, et les citoyens sont tirés au sort. Alors je fais un lien avec les réflexions que vous avez faites sur, je dirais, l'anonymisation, la calculabilité, etc. Donc je voulais savoir ce que vous pensez de cette forme de sélection de personnes, on va dire, anonymes pour discuter de ces sujets. Alors, a priori, ça pourrait paraître une très bonne idée. Rien n'a l'air plus juste que le sort aveugle. Mais pourtant, en fait, ce qui compterait justement, c'est de donner voix à la matérialité des situations, à la singularité des situations. Bon, alors, évidemment, aujourd'hui, on refuse un peu la notion même de catégorie statistique. Chacun revendique en quelque sorte le droit d'être reconnu comme absolument unique et irréductible à des catégories, par exemple à des catégories de genre, à des catégories d'origine ethnique, etc. Mais pourtant, les situations vécues aujourd'hui dans le monde réel
le monde réel ou le monde social est pour l'instant, et le restera, je crains, parcouru par des tas de discriminations ou d'effets de discrimination, d'effets de stigmatisation, de rapports de force qui en fait défavorisent certains secteurs, certains groupes de la population. Alors, quand on prend les citoyens tout à fait au hasard pour discuter d'une sorte de nouvelle théorie de la justice, en quelque sorte, théorie de la justice pour le monde algorithmique, si on peut dire quelque chose, ou infrastructure du commun, il me semble qu'il y a lieu de représenter aussi ou de donner voix à ces différences, en fait, hein, aux différences, à ce qui est vécu, comme différence en termes de vulnérabilité ou de disparité de pouvoir, etc. Donc là je pense qu'on dépolitise à nouveau sous prétexte de neutralité axiologique, ou de neutralité axiologique, mais qui en fait est une sorte de surcouche neutralisante et dépolitisante des enjeux. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Oui, je crois. Je vais vous lire une autre question qui est peut-être plus large et plus fondamentale. Je vais la lire à l'envers, en commençant par la deuxième question et puis en passant à la première, parce que je pense que la deuxième, vous y avez déjà peut-être largement répondu. L'humain est-il en train de créer un univers qui le dépasse? Ça, c'est la deuxième question que je lis en premier. Et puis, comment pouvons-nous parler de rationalité numérique si c'est la rationalité humaine qui est derrière? D'accord. Alors, est-ce que l'humain est en train de créer un univers qui le dépasse? Alors, oui, derrière cette question, j'entends un peu le fantasme de l'intelligence artificielle qui deviendrait plus intelligente que nous. Alors, à cet égard, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Ce que font les algorithmes, c'est essentiellement pour l'instant de la reconnaissance de patterns, c'est-à-dire de la reconnaissance de corrélations qui effectivement peuvent avoir des vertus prédictives, etc. Mais c'est pas du tout, si vous voulez, ce que les algorithmes sont capables de faire, que nous ne sommes pas capables de faire, c'est synthétiser à très vive allure la diversité, c'est-à-dire aussi repérer des régularités du monde qui ne sont repérables que sur des très grands nombres. Ça, c'est ce que font très, très bien les algorithmes. Mais les algorithmes restent incapables à l'heure actuelle de donner du sens aux résultats de cette synthèse. Ça relève de la rationalité humaine. Donc, il ne faut pas confondre ce qui relève d'un entendement algorithmique de calcul et des rationalités humaines. Cela dit, dans la mesure où les algorithmes sont capables aussi et ont besoin en fait pour apprendre, les algorithmes d'apprentissage, ils présupposent justement l'erreur, l'incalculabilité, l'incomplétude des données, etc. C'est comme ça justement qu'ils apprennent, et la contingence justement. Et donc donc, c'est une autre forme de rationalité, si vous voulez. C'est pas une question, on ne peut pas dire que ça dépasse ou que ça reste en deçà, c'est quelque chose de tout à fait alien. Voilà. Alors, en fait, on est dépassé que dans la mesure où on se laisse dépasser. À partir du moment où nous nous servons de l'alibi du solutionnisme technologique pour ne plus avoir à nous confronter à ce geste très traumatique qui consiste à décider sur fond d'indécidabilité. En fait, on décide toujours que sur fond d'indécidabilité. C'est parce que les choses sont indécidables que justement il y a de la décision. Mais si on peut se décharger de ça sur les machines, si on veut se décharger de ça sur les machines, alors oui, on se laisse dépasser. Mais ça, c'est un choix politique. Et je pense qu'il y a toute une série de décisions, la décision d'enfermer ou de relâcher quelqu'un, par exemple, ou la décision de tuer, d'envoyer une bombe sur quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui nous revient en propre. Voilà, mais il y a une grande tentation de finalement déléguer, ne même pas déléguer, d'abandonner ou de se déresponsabiliser, se défausser sur les machines. Alors, oui, est-ce qu'il s'agit de rationalité? J'ai répondu déjà un petit peu. Alors, c'est une transformation quand même par rapport aux ambitions de la rationalité moderne qui visait à relier
à relier les événements à leur cause, il y a un glissement fondamental qui est fait du fait qui se produit du fait que dans le monde des données massives, d'Internet des objets, etc., on est dans un monde purement statistique et inductif qui finalement se détourne complètement de la causalité, ne cherche plus la causalité des phénomènes, mais cherche simplement ne rencontre jamais que les effets. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est une sorte d'irrationalité automatique si on conçoit que la rationalité moderne consiste à comprendre les causes des phénomènes pour ensuite les prévenir. Ici, au lieu de la prévention, on ne va peut-être plus prévenir la survenance des phénomènes, on va préempter, c'est-à-dire qu'on va rendre le gouvernement, le mode de gouvernement, hyper agile, capable de réagir en temps réel à quoi qu'il se produise dans le monde, mais sans nécessairement pour autant avoir véritablement prévu ce qui va se produire et surtout sans avoir identifié des causes a priori. Vous voyez le laps de temps, l'action, en fait, oui, il y a une sorte de contraction du temps en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à vos questions. Il y aurait 1000 façons différentes de répondre à ces questions intéressantes. Tout à fait, merci.